Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer et voici ce qui a retenu mon attention dernièrement. Avertissement, si vous trouvez que j'ai une petite voix éraillée, vous n'avez pas tort, j'ai une petite grippe, et oui, en ce début du mois de juin. Bonne écoute! Il y a une douzaine d'années, j'ai accueilli chez moi une femme enceinte maltraitée par son conjoint. Elle était en fait victime de violences psychologiques. À l'époque, c'était peu ou pas discuté, du moins pas dans l'espace public. On était bien avant le mouvement MeToo de 2017 qui a libéré la parole des femmes. Cette femme n'était pas une amie, mais elle gravitait dans mon entourage. Elle est toutefois devenue une amie. Enceinte de 6 mois, elle avait choisi de quitter le domicile familial, écœurée par le harcèlement, les remarques négatives, le manque de respect et le dénigrement dont elle était victime. Elle habitait chez moi, puis dans une maison d'hébergement pour femmes. Elle s'en est sortie. Elle est aujourd'hui heureuse et épanouie et, dois-je le préciser, séparée du père de son enfant. J'ai tout de suite pensé à elle en découvrant la nouvelle banque de ressources en ligne créée par l'Association pour la santé publique du Québec. Sur le site droitsetgrossesse.ca, on retrouve une foule d'informations sur ses droits pendant et après une grossesse. On y parle par exemple du droit d'allaiter en public, du choix de recevoir ou non tel ou tel soin, du droit de vivre une grossesse sans violence, de ne pas être discriminé, de recevoir des soins et des services dans le respect. On y parle aussi des droits liés à un deuil périnatal ou liés au choix du lieu de naissance. Et on y aborde également le tout premier choix qu'une femme enceinte doit faire, soit celui d'interrompre ou de poursuivre la grossesse. Bref, ce répertoire bilingue est éclairant pour la future mère et tous les gens de son entourage, que ce soit son partenaire, le personnel du système de santé, son employeur ou encore les propriétaires de commerces qu'elle fréquente. C'est une mine d'or et je vous recommande d'aller y faire un tour. Je vous redonne le nom de ce nouveau site, c'est droitsetgrossesse.ca et droit est écrit au pluriel. Est-ce que la vie conjugale et sexuelle des nouveaux parents est satisfaisante? C'est la principale question sur laquelle se sont penchés 2 professeurs de l'UQAM, Alison Paradis, professeure au département de psychologie, et Natacha Godbout, professeure au département de sexologie. Leur projet est ambitieux. Elles ont parlé à plus de 2500 nouveaux parents à travers le Québec. L'étude a commencé en 2018 et elle se poursuit. L'objectif est d'accumuler des données sur l'indice de bonheur des parents tout au long du développement des enfants. Ce qu'on apprend jusqu'ici est fascinant. Dans les premiers mois suivant la naissance de l'enfant, 94 % des couples disent être heureux. 3 mois plus tard, ce chiffre chute à 86 %. On apprend aussi que 94 % des couples sont encore ensemble 3 ans après la naissance de leur enfant. Selon les chercheurs, ce chiffre, toutefois, baisse de façon plus marquée pour les périodes suivantes, soit quand l'enfant a 5 ou 5 ans et demi. Et du côté de la vie sexuelle, 89 % des parents disent avoir repris des relations sexuelles dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant. Bon, le portrait est pas mal plus positif que ce que j'aurais pu croire, je l'avoue. On le sait, l'arrivée d'un bébé est pas mal le plus grand chamboulement que peut vivre un couple. Oui, c'est une joie immense, mais c'est aussi tout un changement. Il semble que les facteurs liés à cette grande satisfaction chez les nouveaux parents soient en fait le sentiment de faire une équipe, d'être une alliance, de pouvoir compter l'un sur l'autre pour l'écoute et le soutien. Et le plus beau dans tout ça, un couple heureux et épanoui a un impact direct sur le développement de bébé, chez qui on peut observer une baisse d'anxiété, de problèmes d'hyperactivité ou de comportement problème. Une petite note en terminant pour les parents séparés. Les mêmes bienfaits sont observés chez les enfants lorsque la coparentalité se passe bien. Le sentez-vous dans l'air? C'est bientôt le temps des vacances. 68 % des Québécois comptent prendre des vacances cet été, que ce soit en partant en voyage ou dans leur cours. Ce qui fait pencher la balance? Évidemment, le coût de la vie. Je vous refile un tuyau pour dénicher des activités gratuites ou pas chères à faire en famille. Sur Facebook, il existe des pages qui regroupent des activités selon la région ou le quartier où vous habitez.
Vous n'avez qu'à faire une petite recherche dans la barre de recherche pour découvrir ces groupes ouverts à tous. Par exemple, à Montréal, la page Gratuit Montréal regroupe 97 000 membres et la communauté est très active. Une autre page qui s'appelle Sorties pour enfants Rive-Sud et Montréal propose elle aussi une foule d'idées jour après jour. Sinon, un autre conseil, les pages des bureaux officiels de tourisme de votre région ont souvent une section blog dans laquelle des activités, des sorties et des événements sont proposés régulièrement par l'équipe. C'est un autre bon point de départ pour se planifier une petite escapade en famille. Bon, ça fait plus de 5 minutes que je vous parle, il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.